comédien, acteur, écrivain, metteur en scène. Hormis votre récent site internet, on trouve peu de choses sur vous, sur votre vie. Alors, j'aurais aimé savoir par exemple quelle enfance vous avez eue. Oh, j'ai une enfance tout à fait extraordinaire, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que très tôt, j'ai connu des gens comme Charles Bersengria, Michaud, Sandra, et surtout Supervielle qui nous disait, comme c'était un ami de mes parents, que ma mère avait un salon littéraire. Enfin, c'est des gens qui venaient tout le temps à la maison, qui avaient même une maison commune en Touraine. Donc j'ai eu la chance de vivre avec des gens exceptionnels. Mais je le savais, bizarrement. Je savais qu'ils étaient exceptionnels. Dès votre plus jeune âge, dès mon plus jeune âge, j'ai compris que c'était des gens exceptionnels. Et je les écoutais avec admiration et recueillement. Et j'ai eu beaucoup de contacts avec Supervielle. Bon, il avait trop grandes oreilles, moi j'étais trop petit. Ça m'a, je le regardais comme une idole. Mais avec Michaud, par exemple, Michaud, à l'âge de 13 ans, 12 ans, je m'intéressais beaucoup aux fourmis. Et nous avions donc une propriété, mes parents avaient une propriété en Touraine. Et comme j'étais passionné de la fourmi, Michaud venait toujours avec moi regarder les fourmis. Et je lui ai expliqué justement que cette fourmilière qui était noire jusqu'à telle heure devenait rouge à un certain moment. Et les rouges partaient en colonne pour attaquer une autre fourmilière noire et ressortaient avec des œufs, parce qu'elle ne savait pas manger toute seule. Donc il fallait absolument, c'était l'envie d'attaquer et d'être des guerrières pour survivre. Alors il y avait des combats extraordinaires de fourmis et Michaud était passionné de ça. D'ailleurs j'en ai un petit peu parlé dans mon premier roman, Monsieur de ces fourmis et de Michaud aussi. Bon, mais ça c'est un détail, mais il y avait des dîners où les gens étaient particulièrement brillants au langage. Ils venaient pour parler, pour se rencontrer, pour discuter vraiment. C'était quand même très agréable, cette façon de... C'était comme des joutes, un peu comme ça, des scrims. Il y avait donc deux personnes qui étaient des conteurs hors pair, on peut dire. C'était Sandra et Charles Bersengria. C'était un régal de les écouter. Et donc on peut dire que c'était dès l'enfance que vous avez été... Oui, dès l'enfance j'étais imprégné par la poésie. Je n'ai fait que suivre la petite lumière en vérité qui m'avait transmis. C'était un peu comme la petite fleur de la vie. Voilà. Et à quel âge et dans quelles circonstances vos yeux ont-ils embrassé la poésie pour la toute première fois en tant que poésie écrite? Très jeune. Mais j'écrivais des poèmes qui commençaient toujours par O. Sans complexe. Oh, belle-mère. Etc. Quand je les ai relus, c'était mauvais. Naïf, mais sur le moment. Mais ça ne fait rien. J'ai eu quelques admirateurs et pourtant j'ai trouvé que c'était tout à fait quelconque. Et après, je n'ai pas écrit pendant très longtemps parce que je suis devenu comédien. Donc, je me disais toujours, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces gens qui ont tellement impressionnés, qui ont tellement de choses à dire, qu'est-ce que je peux dire moi? Donc, je n'ai pas écrit avant. Complexé finalement. Non, pas complexé, mais disons simplement, qu'est-ce que je peux dire? Et à la fin, c'est vers 35 ans que j'ai commencé à écrire.
J'aimerais... Le théâtre. Oui. J'aimerais juste vous disiez quelques mots sur, une fois, sur Blaise Cendrars. Oui, Blaise Cendrars. Il venait, c'était un homme qui avait une voix assez grave, comme ça, très sympathique d'ailleurs, avec son bras coupé. Un bras coupé. Et lui aussi, donc, c'était un conteur merveilleux, et puis il nous racontait ces histoires incroyables. Il m'avait dit, mais toi, maintenant, il faut que tu partes, tu vends la vaisselle de tes parents, et tu t'en vas, tu fous le camp. Elle a marre de ce milieu. Et la première fois, il est venu, il y avait un dîner, typiquement, et il venait toujours avec Léger, le peintre Léger, et puis la femme Léger, puis la femme de Léger. Ils étaient très très amis, presque ils ne se quittaient pas. Puis, la femme de Léger, puis Léger était, ils étaient très communistes. Enfin, Léger, je ne sais pas, mais sa femme était communiste, et lui aussi. Ils ont commencé à parler de politique, alors Cendrars, ça a meilleur de lui, parce que c'est plutôt un arbre, rien. Sur les bords, oui. Mais il nous a dit, tu nous fais chier avec ta politique et tout. Alors, moi, je me suis levé à ce moment-là, j'avais joué une petite pièce où j'avais 3 mots à lire, puis je me suis suicidé. C'était Eugénie des larmes aux yeux, au studio des Champs-Élysées, mon premier rôle. Elle me dit, où tu vas, toi? Je dis, moi, je vais jouer, mais vous savez, j'ai 3 mots à dire, c'est pas très intéressant. Tiens, je l'accompagne, je vais te baptiser. Parce que moi, j'adore le théâtre. Voilà. Ça, c'était bon, un effet, comme ça, il m'a marqué. Voilà. Il est parti avec moi, au regret de toute la société. J'étais là. Justement, pour le théâtre, à quel moment vous avez décidé de vous lancer, de vous faufiler dans cette voie théâtrale? C'est un peu un concours de circonstances. J'étais un cancre, absolu. Absolu. Et je trouvais les professeurs souvent très, très bêtes, bizarrement. Et moi, je me trouvais très supérieur à eux, ce qui était complètement idiot, complètement. Et j'ai fait 13 collèges. 13 collèges, parce que mes parents me mettaient toujours dans des pensions après. Ils mettaient toujours dans des pensions. J'étais pensionnaire. Ma mère avait une vie très particulière. Donc, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc, j'étais toujours par moi et par vous, et je m'enfuyais. Je partais. Et il y avait toujours la police qui m'en cherchait partout. Et donc, à un certain moment, j'ai fini, après avoir fait beaucoup d'écoles, j'ai fini au Roche. Oui, c'était au Roche, c'était ça. Et alors là, ils montaient une pièce. Le directeur avait été un ami de Copo, il était féru de théâtre. Puis il m'a demandé de jouer un rôle, qui était Spargani, je crois. Et puis j'ai joué. Et au milieu de la représentation, il s'est arrêté de jouer, il m'a regardé. Et puis il a dit, quand j'étais très mauvais en études, donc il m'a dit, bon écoutez Philippe, vous allez faire du théâtre. Parce que c'est très marquable là-dedans, mais très mauvais en études. Je suis parti comme ça, à faire du théâtre. Sans passer des hautes études, sans faire des hautes études. Et tant mieux. J'en sais rien, mais bon. On saute quelques étapes. Dès le milieu des années 50, vous enchaînez pièces de théâtre et cinéma. À l'écran, vous passez sur les affiches à côté de nombreuses vedettes, telles que Bardot, Daniel Gérard, Bourvil, Darigo et Mylène de Mongeau. Par exemple, dans En effet dans Marguerite, film qui est toujours très connu maintenant, Une manche et rebelle, Henri Verneuil, Les bonnes causes de Christian Jacques. Quel souvenir gardez-vous de votre participation à ces films où bien souvent vous avez plus des petits rôles que des rôles très... Oui, c'est-à-dire le problème c'est que
de ma jeunesse. Mais surtout, si vous voulez, c'était le théâtre qui m'a passionné. C'est pour ça que j'ai joué les autres Lunes après, j'ai joué la vie que je t'ai donnée, puis en vélo. Et puis après, il y a aussi la beauté des sympathies. On va revenir à ça après, c'est juste pour Et évacuer le donc, cinéma. il y avait quelques metteurs en scène comme ça, et à ce moment-là, il y avait très peu de rôles pour les jeunes. C'était pas du tout à la mode, il y avait très peu de gens qui faisaient des rôles pour les jeunes. Et puis donc, j'ai eu en effet quelques rôles, des sympathies surtout. Mais je ne peux pas dire que ça m'a enthousiasmé. Non, je trouvais ça, insuffisant par rapport à ce que je faisais au théâtre. Oui. Deux métiers totalement différents. Deux passions totalement différentes. Mais en effet, j'ai joué avec pas mal de Dans les bonnes causes. C'est bien je faisais beaucoup à ce moment-là de pièces, de nouvelles expressions mensuelles et tout ça. Et après, de la politique. Et donc, ils me payaient l'avion pour aller tourner tout le temps je venais, on me donnait le texte à la dernière minute, ce qui fait que je ne pouvais pas l'apprendre. Alors, il y avait Boris qui avait mis mon texte sur ses manches. Il me faisait comme ça. Moi, donc, je lisais mon texte. Est-ce que le tournage avait lieu où alors? Le tournage avait lieu, je ne sais plus, dans un studio, au cinéma. En France. Oui, en France. Donc, en 56, à 22 ans, vous vivez la consécration avec La pièce et sympathie que vous interprétez aux côtés d'Ingrid Bergman au Théâtre de Paris. Un triomphe tant public que critique. Quelle relation entretenez-vous avec Bergman? Et je voudrais vous demander si vivre une telle aventure aussi jeune, avec un succès quand même qui est pour les coupures de journaux de l'époque, un réel succès. C'était pas dur à gérer? Non, pas du tout. Non. Non, mais bon, vous savez, tout ce que je faisais, c'était pour moi normal. Ce que je peux dire simplement, c'est que, oui, les films, bon, j'ai tourné, mais ça m'apparaissait pas suffisant, si vous voulez, comme comédien. À ce moment-là, je n'étais que comédien, et ça me paraissait insuffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, j'ai tourné, j'étais content de tourner, mais il fallait attendre, il fallait parler deux, trois phrases, etc. Et quand on a fait beaucoup de grands rôles, déjà, on se dit, mais pourquoi c'est un autre métier? C'est un métier totalement différent. Et donc, oui, donc j'ai eu pas mal de chance aussi. J'étais demandé, puisque j'étais à ce moment-là. C'est vrai qu'avec tes sympathies. 56. 56, hein, c'était ça? 56, c'est ça. J'avais quel âge? 22. 22. Oui, en 56, donc je descendais, j'avais joué Les Oiseaux de Lune. Je n'avais qu'un théâtre de l'atelier avec ma première femme, d'ailleurs, qui faisait un grand rôle. Et puis, oui, j'avais comme costume qu'un sens interdit. Bon, enfin, j'ai descendu la rue Blanche et en costume normal. Je suis arrivé, il y avait un groupe de jeunes et tout ça, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? On attend pour passer une audition, etc., avec Mercure, tout ça. Et puis, bref, j'ai dit, bon, ben, tu sais, c'est un copain qui m'a dit, tu sais, je pense qu'on cherche un type dans ton genre. Hein, bon. J'avais pas beaucoup de métiers à ce moment-là. C'est sûr, c'est fait comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et là, j'ai passé, il y avait 100 comédiens. C'était tout Paris pour jouer avec Ingrid Bergman, c'était fou. Alors, et à la fin, on était 100, on était 50, on était 30, on était 20, on était 10, à la fin, nous sommes arrivés à 2. Et là, après, il y a eu les mois de répétition, il y a eu 2 mois de répétition, ou 3 mois, je ne sais plus.
2 mois, je pense, avec Ingrid Bergman. Et il y avait toujours l'autre comédien qui était signé, qui était moins un personnage, mais qui avait beaucoup plus de technique que moi, qui était dans la salle, qui attendait que je me casse la figure. Et un jour, bon, à Dijon de la Générale, subitement, il y a Jean qui est venu contre moi, parce que j'ai posé la tasse de thé là, au là, etc. C'était un metteur en scène qui était remarquable aussi, mais remarquable très précision, très exigeant et tout ça. Donc, à la fin, je suis parti. J'ai dit, bon, si c'est ça le théâtre, bon, je vais faire du ski, parce que j'avais été champion de ski. J'ai dit, ah oui. je vais aller sur d'autres planches. Et donc, je suis parti, j'étais vraiment un peu écœuré et triste, et je me souviens, j'étais dans un hôtel, et personne ne pouvait me joindre. Et là, 10 jours de général. Et là, au bout de 3 jours, on m'a retrouvé. Et on m'a demandé de revenir. Et je suis revenu. Il y a Jean qui m'a regardé. C'était un petit homme comme ça, il a l'air très intelligent. Il m'a pris l'oreille comme ça. Il m'a dit, il faut te prendre avec des rousses, toi. Et puis, donc, alors, j'ai signé enfin le contrat. Voilà, bon. C'était un énorme succès. C'était un événement déjà. C'était ce jeu. événement. C'est ça, c'était vraiment attendu. C'était le monde l'attendait, puisque c'était la rentrée d'Ingrid Bergman. Alors, dans les répétitions, il y avait aussi un incident ou deux. Il y avait Rossellini qui était là, et j'avais ordre d'embrasser Ingrid Bergman 2 fois sur la bouche, ce qui était à cette époque, c'était quand même très osé. Et 10 secondes. Il y avait Jean qui comptait dans la salle. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, ça paraît insupportable à Rossellini qui a piqué une crise dans la salle. Et on était obligé de le faire sortir. Et après, ils ont divorcé. C'est pas à cause de ça. C'est certainement vraiment les mauvais caractères, soit d'une jalousie. Toute italienne. Et avec Ingrid Bergman, vous êtes oui, c'est elle qui m'a sauvé. Je pense que c'est elle parce que après on l'a appelé Delon, on l'a appelé Mocky, je crois, si j'entends parler de Mocky. C'était avant, c'était bien avant. C'était avant, d'accord. Bien avant, oui. Et on l'a appelé Terzieff, il y en a qui était trop petit pour Bergman, qui était ici, qui n'était pas le personnage, etc. Et à la fin, bon, ils sont revenus à moi. Le personnage qu'il fallait. Et là, ça a été un triomphe. Je me souviens, à la première, c'était bien pour un jeune comédien. Il y a Mel Ferrer et Audrey Hepburn qui sont venus dans les coulisses me féliciter, qui étaient venus d'Amérique pour arriver de Bergman et tout. Et puis Otto Preminger aussi qui était là, John Silberg aussi. Enfin bon, il a dit ça c'est un comédien, tu vois. Et voilà. Bon, ben ça faisait plaisir quand même. Oh oui, c'est sûr, j'imagine. Et après on a joué, je dis 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, c'était matinée, soirée des fois. Et la pièce est restée à Paris 3 heures sur scène. La pièce est restée uniquement à Paris À Paris, et puis après elle a été reprise, parce que Bergman après est parti pour 2 ans, et c'est Micheline Prel qui l'a reprise. Et voilà, alors elle était moins maternelle avec moi, parce que c'était le rôle d'un jeune, vous savez, qui était persécuté dans un collège, on l'avait accusé d'être homosexuel, et puis bon, à la fin, tout est lui-même de lui, à la fin, la femme du professeur, que je schématise à toute vitesse, finit par faire l'amour avec lui pour lui persuader qu'il est tout à fait normal par rapport à ça. Bon. Enfin, c'était très bien écrit, c'était un garçon qui avait écrit la pièce, c'était Roger Ferdinand, le directeur du conservatoire, qui l'avait adapté. Et donc j'avais fait pour beaucoup d'études avec Daniel Malachova, mais quand j'ai voulu après rentrer au conservatoire, emprunter sympathie, ça m'a été refusé par Roger Ferdinand. Il m'a dit non, c'est impossible, non, ce que vous avez fait, impossible.
Est-ce que c'est possible? C'est pas possible parce que ça faisait trop de différence. Moi, j'étais toujours humble, je veux dire, surtout par rapport au classique. Parce que Pour apprendre. J'allais apprendre. C'est vraiment devenu une passion, parce qu'au début, vous l'avez dit, c'était un choix un petit peu par défaut, le théâtre, c'est devenu une passion. Ah oui, vous pouvez le situer à peu près à c'est quel surtout, moment? en vérité, c'est surtout Tania Pelachova qui était un professeur admirable, qui en même temps, révélait un peu la personnalité de quelqu'un, en tirait le maximum, et à ce moment-là, si vous voulez, on était transporté par elle. Et donc, j'ai appris à aimer le théâtre avec elle, c'était ça. Vous avez appris à aimer. Oui, j'ai appris à aimer. Après le succès, l'immense succès de Thé et Sympathie, à partir de ce moment-là, vraiment juste après, quelles ont été vos ambitions artistiques, on va dire? Moi j'ai continué à ce moment-là, on fait des rôles, je jouais, j'étais devenu petite vedette, quoi, donc j'avais pas de problème. On venait à vous? On venait à moi, on proposait ci, on proposait ça, je choisissais, c'était très agréable. Oui, j'ai continué, mais je savais déjà que je ne pourrais pas continuer trop longtemps ce vedettariat. Ça me gênait un peu. La passion du théâtre était toujours... Oui, quand vous savez, on était dans des kermesses avec Bergman, il y avait des gens qui nous arrachaient les boutons. Oui, et ça n'a pas changé finalement. Ça n'a pas changé. Avec les groupes. Et j'ai dit d'ailleurs dans quelques articles, vous verrez, je sais chez moi, je serai écrivain, je serai metteur en scène, je continuerai mon métier, mais je ne peux pas être que ça. Voilà. Et être reconnu plus que... Non, mais tout au moins, j'avais besoin d'une intériorité plus grande. Oui, c'était pas l'exposition médiatique vraiment. Jouer des rôles, ce qui est quand même bon. Donc j'avais déjà prévu ça, parce que, au fond, c'était mon enfance qui revenait à ce moment-là. Et puis surtout, j'ai eu un grave problème, parce que ma première femme était folle. Et ça m'a fait un coup terrible. Suite non, elle est folle à la naissance de l'enfant. D'accord. On va sauter un petit peu le temps. Parallèlement à vos prestations d'auteur classique sur les planches, il y a eu beaucoup de pièces de jouer entre-temps. Vous tournez partiellement vers un théâtre plus expérimental, un théâtre rempli de poésie, libertaire, différent et novateur. En 1963, vous mettez en scène et fondez le Domaine poétique. Mêlant lecture et manifestation théâtrale, les premières représentations ont lieu à l'American Center, boulevard Raspail. Non. Les premières représentations étaient à la Galerie du Fleuve. D'accord. C'était ça, au départ, c'était dans les galeries. En 63 aussi? Oui, en 62, 63. 63, c'était à la Galerie du Fleuve, et puis après ailleurs, et puis après, c'était à l'American Center, mais après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, je voulais devenir metteur en scène. Et à ce moment-là, je suis au cours d'une réunion chez un grand producteur qui s'appelait Salkin, qui est le plus immense producteur du monde. Enfin, Salkin, c'était énorme, le père en fils et le grand-père, enfin, c'était... Et là, j'ai rencontré un groupe de gens, de poètes, enfin, qui se disaient poètes et qui cherchaient à sortir du livre. Et ils ne savaient pas comment, etc. Moi, je leur ai dit, mais moi, je suis un de théâtre et tout, si vous voulez, je vais vous aider. Puis moi, ça m'intéresse de vous faire sortir du livre et vous arriviez sur scène. Et alors, donc, j'ai imaginé, avec leur consentement, pour chacun de représenter son univers sur scène à l'aide de moyens qui étaient tout à fait modernes à cette époque, c'est-à-dire des projections et autres moyens, des peintres, etc. Pour que son univers soit présenté, et si possible, avec la personne elle-même.
Voilà, donc c'était, si vous voulez, c'était le poète qui sortait du livre et qui arrivait sur scène et qui en même temps était aidé par des acteurs, par des peintres, par des sculpteurs, par des projections. C'est des choses qui ont été reprises souvent. Ça a été un boom dans les moyens d'expression moderne de l'époque. Et ça a eu. Alors après, ça a été repris un peu à la galerie du fleuve, et puis après, il y a eu de la politique au centre américain, de Farras Paille. J'ai monté aussi d'autres pièces en même temps. Et si vous voulez, il y avait des gens exceptionnels dans ce domaine politique, parce que c'est ça qui c'est ça, c'était ma chance de les avoir rencontrés. C'était peut-être leur chance aussi un peu de m'avoir rencontré, mais ça, je vais citer voilà, quelques noms. Oui. Jean-Clarence Lambert, Robert Filliou, Oui. Emmett Williams, William Burroughs et Brian Geising. Puis il y a aussi Lucas. Oui, il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois déjà, j'ai l'impression que ça tient une place particulière dans notre Ah bah oui, mais ça a été, cœur. Ça a été, je veux dire, vraiment une naissance d'un mouvement, au-delà de la naissance d'un mouvement qui ensuite a donné toute une avant-garde, je veux dire, internationale. Ah, internationale. Parce que la qualité des gens aussi. Alors il y avait Robert Filliou qui était très intéressé par le théâtre, qui était un être exceptionnel, et bon, qui était donc était passionné de théâtre. D'ailleurs, j'ai monté toutes ses œuvres après. Il y avait cette poème, le fameux poème de Poy, donc c'était une suite de mots où un personnage rentrait sur scène avec une valise et s'est débarrassé de ses mots avec du sable et quelques pierres, et puis il y en avait un autre qui rentrait, qui ramassait ces pierres, et qui j'avais donc structuré ça pour que ça soit vraiment prenant, avec différents sentiments de haine, d'amour, de désespoir, etc. Et surtout le rythme était très important. Ça s'appelait Poy. Et même en Suède, après, les gens dans les prisons, j'avais monté ça avec des gens du Théâtre Royal de Stockholm, les gens dans les prisons jouaient à Poy. Bon, c'est que c'était bien structuré et bien. Juste quelques mots sur des anecdotes, peut-être sur Brian Geising et William Burroughs. De quelle manière vous avez Brian Geising, on a vraiment imaginé, encore je prends des photos, toute une structure où lui apparaissait sur scène, et il y avait Somerville, Yann Somerville, et puis un autre qui faisait des projections, qui sont devenues célèbres aussi. Et ces projections étaient sa propre image, en vérité, qui était en réalité d'abord sur lui, et qui se dédoublait à un certain moment. Et c'était tellement bien fait qu'on ne savait pas lequel était réel, et il était dédoublé complètement. Et à ce moment-là, il avait un dialogue avec lui-même, aussi rythmé par des coups de pistolet aussi, mais c'était remarquable. Donc c'était des choses de grande qualité en vérité. Et ensuite c'est Tardieu qui, en voyant la prestation au centre américain, m'a confié toute la Biennale de Paris, c'est-à-dire 23 heures, je crois, de spectacle expérimental. Voilà, donc 23 heures au musée d'art moderne. On avait construit une salle pour ça, avec tous les chercheurs, poètes, l'univers poétique du monde entier. C'est vraiment le début. Et qui sont venus par les crédits, enfin, c'était pas du tout les ambassades, etc. C'était vraiment. Et là, il y a eu, alors, au musée d'art moderne, il y a eu un moment inoubliable, je veux dire, de positivité par rapport à toutes ces recherches, à l'imaginaire, tout. Alors, il y a eu les groupes, les Modestini, les Allemands, les Japonais aussi. À chaque fois, ils arrivaient dans ma maison,
tout de suite avec des traducteurs, tout de suite j'imaginais quelque chose sur scène pour qu'ils arrivent avec leur univers, m'expliquer leur univers par une traduction, et puis à ce moment-là j'imaginais des choses, hop, ils étaient précipités après dans une salle de répétition. Tout était pensé de toute façon. Ah oui, tout vraiment, était pensé, c'était... Votre place. Mais surtout c'était organiquement incroyable. J'ai eu cette chance, extraordinaire, c'était encore un moment. Et ça par contre, c'est resté, en effet, vous avez raison de le dire, oublié, bizarrement. C'est en train de ressortir, et ça va ressortir, parce que c'était un moment très intéressant. Ça va ressortir, mais c'était occulté. Parce que France Culture donc France Musique avait financé ça. Oui. Mais on avait choisi un metteur en nom qui voulait diriger les comédiens. Mais il ne connaissait rien, c'était pas c'était des gens chez Régulant, c'est des femmes, enfin chez Régulant. Et il ne connaissait rien. Donc à la fin, j'ai été voir Jean Tardieu, qui était à ce moment-là directeur de France Musique et qui était un ami. Je lui ai dit, écoutez, Jean, je peux pas, ça ne peut pas être cette dame qui fait la direction des comédiens, puisque c'est le point final aussi, ça fait partie du point final de mes recherches. Et là, vous avez raison. Mais bizarrement, tous les enregistrements, on n'a jamais retrouvé. Tout a disparu. Tout a disparu. C'est invraisemblable en disant que c'était raté. Alors peut-être, vous savez, à l'INA, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'INA, peut-être qu'on peut essayer de le retrouver, je ne sais pas. Il y a des choses qui étaient, c'était des choses qui n'étaient pas, je veux dire, des fois, en effet, c'est des enregistrements qui étaient bizarres, enfin, qui n'étaient pas faits pour être enregistrés, mais il y a des fois, c'était complètement fait pour enregistrer. C'est curieux, cette histoire. Des traces quelque part. Il y a peut-être des traces. Enfin, moi, j'ai des documents, en tout cas, ça existait. Bon. Juste pour terminer là-dessus, Brian Gysin et Burroughs, Gysin Bureau, alors pour bien Bureau, c'est les premiers textes du Festani, c'est moi qui les ai révélés dans ça. D'accord. Voilà. C'était un livre très particulier à cette époque qui était. Je crois que j'ai eu l'exemplaire original corrigé par Gallimard ou quoi, c'était pas chez moi encore. C'est Maurice Girodias, je crois, que publié le livre comme ça. Et bon, c'est un écrivain très important, c'était le Catap. Je connais très bien. Catap. Et le Catap, c'était d'ailleurs Brian Gysin qui l'avait initié au Catap. D'ailleurs, en 1963, du domaine poétique, il a publié Nova Express, lui et Burroughs, que des Catap, la même année. Paris, que représente Paris pour vous? Est-ce que la ville, est-ce que vous considérez qu'elle demeure encore aujourd'hui comme une sorte de cœur mondial de la poésie, plus largement de l'expression artistique? Écoutez, moi, le problème, c'est vrai que je vis là. Donc, mais vous avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé. Oui, j'ai pas tellement voyagé dans d'autres villes, tout au moins, j'ai pas fait tellement de choses, donc je ne sais pas. Mais je pense que Paris a dû perdre quand même beaucoup aussi, mais bon, pour moi, c'est toujours, je veux dire, la ville que j'adore, que j'aime de plus en plus, quoique elle devient infernale avec toutes ces contraintes de partout, d'automobilisme, de stationnement, de tout ce qu'on veut. C'était mieux avant. Oui, on se promène un peu comme un résistant, vous savez. C'est vrai. Non, c'est la guerre, c'est pas c'est la guerre. Alors, en 71, vous créez et interprétez pour la première fois l'une de vos pièces, Le Bas et le Haut, au Théâtre du Lucernaire. Oui. Était-ce une manière pour vous de vous émanciper, de gagner une liberté qu'on acquiert en devenant son propre auteur, d'étouffer la frustration de dire que les mots d'autrui, soir après soir,
le fait que ce soit la première fois que vous avez créé une pièce, vous aviez déjà écrit pour le domaine politique, etc. Mais c'est la première fois que vous jouiez. Non, je n'ai pas écrit. Non, vous mettiez en scène tout simplement. Donc là, le bas et le haut, c'est vraiment votre première pièce que vous interprétez. Oui, c'est la première pièce. Mais sur la pièce, ce n'est pas la première pièce, parce que j'avais écrit une pièce avant, qui s'appelait L'œuf de momie. L'œuf de momie. Et c'était l'histoire d'une fourmi qui n'avait que 2 heures à vivre, inventée par un savant, et qui essayait ensuite, qui est grandeur nature, j'ai fait parler évidemment, mais comme elle n'avait que 2 heures à vivre, elle était folle de rage. Et alors elle était avec ce professeur, elle avait décidé de vivre sa vie à toute vitesse, en précipité. Et cette pièce avait été jouée en Suède, mais elle durait 25 minutes. Mais les gens, les Suédois avaient ri comme il n'est pas possible. Et Jean Tardieu, avait regardé cette pièce, il était ravi de cette pièce. Il me disait toujours, quand il me voyait, comment un bout de fourmi. Fourmis, décidément. On a commencé avec les fourmis avec Michaud. C'était ma première pièce. Alors le bas et le haut, oui, en effet, c'était la première pièce de jouer. Donc c'était une histoire de paumé et puis ils cherchent un chapeau dans le plafond, enfin ils font un trou, et de ce trou tombe la moitié d'une femme. Et ils se prennent à aimer chacun une partie de cette femme. Voilà, et puis après c'est ce qui se passe en haut. Une femme qui est tombée, qui est heureuse d'être là, parce qu'elle est servie par une petite bonne qui ne supporte pas la servir aussi bas. Puis après, il y a plein de choses. Voilà. Bonne critique dans la presse aussi. Oui. Et puis après, il y a eu Nuit et Bleu. Nuit et Bleu, j'allais y venir. Ah oui, bon. En 72, allez, on y va tout de suite. En 72, vous créez la pièce Nuit et Bleu, vous évoluez, votre partenaire Laurence Saber et vous-même, dans le plus simple appareil. Nuit et Bleu, donc. Avez-vous rencontré des difficultés à monter ce spectacle? Et pensez-vous que dans l'époque actuelle, il aurait été plus difficile de jouer cette pièce? Non. Alors, Nuit et Bleu, en vérité, ce qui m'intéressait, c'était toujours de faire des recherches avec le film. Et Nuit et Bleu était, je veux dire, les silences étaient aussi importants que le texte. Et puis, j'avais voulu traiter le nu, en vérité, comme un peintre peut le faire. C'est-à-dire qu'il y avait le nu dans le texte, il y avait le nu dans le décor, il y avait quelques pierres et un poisson, puis un couteau. Et puis il y avait le nu des corps. Voilà. Et le bleu était un bleu qu'on avait travaillé longtemps, envahissait tout petit à petit et absorbait tout. Voilà, c'était la mort. Donc c'était ça le bleu. Et alors là, ça a été une histoire. D'abord, on était parmi les premiers, ou le premier, premier auteur à jouer nu. Bon. Puis il y avait donc Laurence qui était assez publique, et donc c'était très difficile. Il fallait donc que chaque geste soit en même temps un peu comme des bêtes sauvages au ralenti, si vous voulez. Ou alors comme un arc qui se détend. Mais c'était impossible de se balader comme les nudistes le font à l'île de Levant. Enfin, c'était aucun intérêt, quoi. Donc tout le mouvement était totalement structuré, si vous voulez, pour que ça soit d'abord théâtralisé, et puis en même temps que ça soit tendu. Enfin, ah oui, c'était. Alors les répétitions étaient infernales, moi j'étais fou. J'étais complètement fou. Moi, on a dit, c'est pas possible, tu vas te mettre nu. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Tous les assistants, il y en a 3 qui sont partis, en disant, je ne comprends rien à ce qu'il fait. Et alors, la première, mais vraiment, ils sont partis. Et Laurence m'a suivi, mais enfin, elle en doutait elle-même. Et à la première, on avait de ça, évidemment, des nuits. Puis on ricanait. Évidemment, ils étaient gênés. Et c'était terrible. Alors, on s'est sorti de scène en pleurant, en disant c'est fini, etc.
Parce qu'on avait l'impression que tout le travail que j'avais fait. Oui, vous avez vraiment une. Et je lui ai dit non, t'inquiète pas, ça va être un succès. Ça va être un succès. Le directeur, qui était Christian Guillocher, qui m'aimait beaucoup, m'a dit écoute, Jean-Loup, je te donne 3 jours. Je lui ai dit non, ça va marcher. Et ça a marché. Ça a été un des plus gros triomphes du Cerner. Voilà. Alors, on a eu une aventure. Mais c'était une aventure. C'était très difficile. Jouer nu sur scène, c'était pas évident. Très difficile. Enfin, bon, c'était surtout une pièce où un texte était presque abstrait. Alors, il y a eu une représentation, je peux en parler d'ailleurs parce que ça m'amuse toujours. Parfois, il y avait des gens qui venaient pour autre chose, pas du tout pour un spectacle artistique. C'est arrivé rarement, mais ça m'avait. Bon, alors il y avait une personne ou deux qui riaient, etc., qui faisaient du bruit. Alors, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Et alors à ce moment-là, j'avais dit à Laurence, bon, écoute, s'il y a du bruit, s'il y a quelque chose qui se passe, on s'arrête. Mouvement arrêté, plus rien. Silence. Quand ils sont calmés, on reprend. Bon, c'est ce qui se passait. Et puis donc on s'est arrêté, et puis ça reprenait, etc. À la fin, il y avait un type au premier rang qui a dit bon, écoute, taisez-vous, vous, alors, non? Bon, écoute, je comprends rien, mais c'est très beau. Continue, mon petit, c'est très beau. Je comprends rien, mais c'est très beau. Toujours un peu. Bon, enfin, c'était une expérience qui alors, on avait très bien été, après, on a joué à Avignon. C'était votre deuxième création que vous jouiez? C'était la deuxième création. C'est moi qui commence. Allez-y. Donc, on vient de parler de Nuit et Bleu, mais donc vous parlez des îles où vous vouliez faire un livre qui mènerait et que vous pourriez introduire des cut-up. Oui, alors les îles, c'est un texte. Donc c'est un texte de combat, si vous voulez. Parce que dans mon écriture, il y a des textes d'amour, il y a des textes. Et ça fait partie des textes de combat le plus violent. C'est excessivement violent. J'avais écrit, parce que vraiment c'est un livre contre la société, enfin, je veux dire, telle qu'elle est. Pas contre la société, mais contre ce qui se passe actuellement. Et donc, je l'avais écrit dans un pigeonnier en Corse. J'allais tous les jours dans ce pigeonnier pour écrire ces fameuses îles. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui est traqué, retiré dans un lieu, encerclé, parce que les mots ont absorbé les gens, les ont conditionnés, et les gens répètent toujours dans un discours cartésien à peu près la même chose. Et les îles, justement, lui en tant que poète, veut casser, c'est appris par cœur ce langage, enfin tout ce qu'on nous apprend en vérité, voilà, et briser, si vous voulez, la routine habituelle du langage. Donc, il s'exprime en tant que poète, en essayant de briser ces fameux mots qui l'assaillent comme des rats, on peut dire. Il a donc une machine à attraper les mots pour les réduire en poussière, et puis une paire de ciseaux aussi pour les couper, etc. Et il y avait Bernard Heidsieck, qui est un poète qui avait donc participé au domaine poétique, qui avait fait, justement, lui qui avait fait des recherches aussi sur le langage, avait donc fait ces fameux mots qui étaient des sons qui partaient comme ça, qui couraient, comme ça partout. Je veux dire, des syllabes qui couraient partout parce qu'elles étaient séparées du langage, etc. Et moi, j'essayais de les couper, etc. Voilà. Et à la fin, ce personnage est vaincu par les mots.
pas, il n'arrive pas. C'est le langage qui crie par contre. Mais c'est un combat donc quichotien, on peut dire, contre ce fameux langage. Et cette pièce a eu beaucoup d'intérêt tout au long de succès. Elle a été jouée à Paris, elle a été jouée à Avignon très longtemps, elle a été jouée un peu partout, à Beaubourg aussi, quand il m'avait fait un hommage en tant que poète. Voilà, donc j'ai repris au théâtre de Plaisance aussi, qui n'existe plus. Et elle a été créée, donc dans la chronologie, elle vient après, juste après Elle est en même temps à peu près, juste après Nuée Bleue, mais enfin, elle a été écrite à peu près en même temps. Parce que ce que je faisais, c'est j'essayais toujours de renouveler une aventure sur le langage, et sur moi-même aussi. Donc j'avais un maître qui était d'ailleurs Jean Tardieu, qui lui aussi essayait toujours de reconstituer complètement autre chose dans le verbe, si vous voulez. Et c'était donc ça qui m'intéresse et qui m'intéresse toujours. Jean-Philippe, peut-on trouver dans votre œuvre un thème commun, des obsessions? Là, je dis justement, ce que je disais à mon ami Chopin, Chopin est un poète sonore, il est aussi un grand poète, un très bon écrivain, complètement pour l'instant inconnu, sauf en poète sonore. Oui, nous sommes des résistants. Nous sommes de la résistance. Nous sommes des résistants. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Oui. Moi, évidemment, je suis passionné par non, je veux dire, le thème, c'est. Bah oui, le thème, c'est toujours l'imaginaire, d'échapper à. Alors, par différentes façons. On peut échapper en combattant, on peut échapper aussi par amour. Je veux dire, on peut échapper de 100 façons différentes, mais d'échapper. C'est sortir de sa vie pour attraper l'imaginaire. Oui, de la réalité quotidienne, si vous voulez, pour aller ailleurs. Voilà, le thème c'est plus loin, toujours plus loin. Votre boulimie artistique, ses pulsions lyriques et poétiques, ne fait-elle pas écho à ces mots de Michaud, interprétés de différentes manières? On n'est peut-être pas fait pour un seul mot. Se déguiser pour s'oublier un peu. On est plusieurs, oui, c'est vrai. On est plusieurs. Non, je ne crois pas qu'il faut se déguiser. Je crois qu'il faut être plusieurs, c'est autre chose. C'est-à-dire être multiple, si vous voulez, et que le problème de l'identité, la seule identité, le passeport, tout ça est une chose tout à fait restrictive. D'ailleurs, les Lapons, je crois, c'est les Lapons, ou les Esquimaux, ont plusieurs identités, et ils sont absolument. La petite fille peut devenir la grand-mère d'un bébé, etc., ou la grand-mère de son père. Enfin, ils ont comme ça des tas d'identités, et c'est très bien. C'est très bien. Je pense que les gens ont tort d'être toujours. Avoir qu'une seule identité. Je crois que c'est pas possible. On sommes plusieurs, tous. Je pense aussi. Vous avez entretenu une longue amitié avec le cinéaste surréaliste Jean Rollin, avec lequel vous avez tourné à diverses reprises, dès 1958 avec Itinéraire marin, puis Lèvres de sang, La nuit des horloges, entre autres. Quel regard portez-vous sur l'homme et sur l'artiste qu'il était? Mais alors, c'est nous, on s'est rencontrés la première fois. Enfin, on se connaissait déjà, je ne sais plus. Et puis, je veux dire que il est venu, c'était la première critique du domaine politique, c'est lui qui l'a fait. On était très heureux parce qu'on avait très peu de critiques. Il y avait Gatien Talabo et lui, je crois, puis 2-3 personnes, enfin très peu. Et puis, bon, on se connaissait, et puis alors, donc il y a eu le fameux Itinéraire marin qui a été, pour moi, je pense que c'était le film très extraordinaire de Jean, c'était ses débuts, il y avait les dialogues de Marguerite Duras, il y avait Chauffard, Fardelis qui était un poète,
son fils, Pascal, je ne sais plus comment il s'appelait, puis elle était métier, voilà. Et c'est un film d'une poésie incroyable, c'est un boulevard épécuché, c'est lui qui s'est passé en Bretagne. Malheureusement, Jean n'a pas pu le terminer pour une histoire d'argent, et on était tous d'accord pour continuer, et puis la petite qui se prenait pour une vedette, son impresario qui avait la poussée, elle a exigé d'être publié, on ne pouvait pas, et donc le film s'est arrêté. Et malheureusement, ce film a été, c'est un film perdu, a été perdu. Il reste quelques photos, il reste le scénario, il reste les dialogues, et beaucoup de comédiens sont morts. Il y avait Gaston Moudon, Gaston Moudon, je crois, qui était un très grand acteur aussi. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et je pense que ça a été, pour Jean, ça a été quelque chose de très important parce que ensuite, il a commencé à faire, il s'est plongé dans un autre style qui était le style des vampires, si vous voulez, où son imaginaire, le goût des décors, a commencé à apparaître dans ses films avec le fantasmagorique des choses. Et Jean était très littéraire, en vérité. Et il s'était intéressé beaucoup, il était d'ailleurs aussi un écrivain, bien entendu, il écrivait des scénarios. C'était un être tout à fait particulier dans le cinéma. Et ensuite, il s'est attaché à faire toujours des films de vampires. C'était devenu le spécialiste, le grand spécialiste des films de vampires. Ça m'amusait beaucoup en plus. Et ça marchait bien. Puis un jour, j'avais écrit un scénario pour lui qui s'appelait L'œuvre de sang. Et sur une partie d'échecs avec Pollack, il y avait un personnage qui était un producteur qui était assez en admiration devant mon jeu et il a financé le spectacle, le film. Et ça s'est passé comme ça, très très vite. Mais c'est souvent, les choses en fait dans la vie, en vérité, sont toujours très soudaines. Il n'y a pas de... Je ne peux pas calculer les choses, ça arrive comme ça. Je pense que la vie, c'est une question de rencontre absolue. Enfin, pour moi, plutôt. Sans hasard. Hasard, peut-être, oui, mais enfin, bon, je pense que c'est une question de regard aussi, d'être là quand il faut. Être là quand il faut. Vous avez servi un nombre conséquent d'auteurs, autant classiques que modernes. Shakespeare, Dubillard, Tardieu, Michaud. Parmi tous les rôles que vous avez interprétés, duquel vous sentez-vous le plus proche? Je sais qu'il y en a sont très différents. J'ai des très bons souvenirs avec Dubillard. Non, mais je parle vraiment du personnage que vous avez pu interpréter, le personnage. Oui, non, j'ai pas de... Non, parce qu'à chaque fois c'est une chose différente. Donc, non, on peut se sentir plus ou moins à l'aise, si vous voulez. Moi j'étais très content de faire dernièrement un Shakespeare au Théâtre du Nord-Ouest. J'avais un rôle qui était un rôle d'une sorte d'effet diabolique. C'était une de ses premières pièces, c'était en Récis. Mais bon, j'étais très content aussi de jouer le Cid, Rodrigue, et puis ensuite au Traité de France, le roi, Jean Danet. Mais il y a énormément de rôles qui me sont, ou alors dans la Hirondelle, ou alors, je sais pas, dans Monsieur le Monde dernièrement, ou j'ai pas de... Non, j'essaye d'être... Pour moi, le théâtre en tant que comédien, c'est un peu... C'est le côté sensation, vous voyez ce que je veux dire, comme un enfant qui ressent des choses, et auquel on rentre dans ce jeu.
Mais votre premier roman, Monsieur Loup, qui est ici, ne surgit qu'en 2004. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour pénétrer la littérature alors que votre vie semble consacrée au mot? Non, la littérature, j'ai pénétré déjà dans les poèmes. Oui, mais là, il s'agit d'un roman. Là, il s'agit d'un premier roman. Oui, c'est un roman récit en réalité. Je vais vous dire la vérité, c'est que j'étais un auteur de théâtre au départ. Donc, très à l'aise dans les dialogues, quels qu'ils soient poétiques, exposés, etc. Mais le côté roman me paralysait. Et là, j'avais écrit un premier roman que j'ai jeté mis au feu, tellement je le trouvais mauvais. Plus aucune trace. Plus aucune trace. Ça s'appelait Monsieur Charles, je n'ai plus aucune trace. Je l'ai lu à un de mes amis qui était venu prendre une tasse de thé chez moi, dans un café qui est resté 10 ans, qui s'appelait Jacques Weber. Et il était venu écrire un roman. Et puis, c'était un maître verrier, et en vérité, il n'a pas fini son roman, et moi j'ai commencé à écrire. Et il me disait toujours, c'est toi l'écrivain. Il m'encourageait énormément. Jacques est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui était son agent du barreau, qui était extraordinaire. Il est resté 10 ans, quand même. 10 ans chez moi, au pavillon. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc il y a un moment où vous êtes. Ah oui, alors pour le roman, je ne voulais pas, et c'est Jacques qui m'a dit, en lisant ce roman, Monsieur Charles, c'est dégueulasse. Allez, jette ça au feu. Moi, j'ai jamais montré à personne, je l'ai jeté au feu. Donc, faisait comme ça, tout ça. Je me disais, jamais je pourrais écrire des romans. Je peux écrire des poèmes, je peux écrire des nouvelles, je peux écrire des contes, peut-être, mais jamais je pourrais écrire un roman. Et puis, subitement, hop, j'ai trouvé un style qui m'était propre, qui m'intéressait. Parce que c'est vrai que quand je lis souvent des romans, ils tombent des mains. 10 pages, c'est lourd. Donc il fallait que je trouve cette espèce de style assez léger apparemment, et qui... belles assonances. Qui en même temps est toujours en assonance. Tout au long de votre carrière, vous avez collaboré avec un grand nombre d'artistes, poètes, écrivains, peintres, sculpteurs, etc. Selon vous, l'art est indivisible, l'art n'est vraiment qu'un, ne forme qu'un. Là, c'est-à-dire que oui, je travaille beaucoup avec... oui, je pense que... c'est-à-dire que oui, on peut avoir des correspondances totales avec un peintre, avec un sculpteur, avec un musicien. J'ai travaillé beaucoup avec Alain Kreski, par exemple, qui est en plus le grand spécialiste de la musique tibétaine, enfin les poètes tibétains. Donc on les sons, on a eu un spectacle ensemble. J'ai travaillé avec des peintres aussi beaucoup. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ces rencontres, on peut dire ces discussions, cette conversation en essayant de chacun de répondre à l'autre à travers un livre, alors le livre d'artiste par exemple, le livre L'Objet, qui est un livre plus construit en objet, ou avec un spectacle, oui, je pense qu'en effet, il y a des moyens d'expression différents, mais que l'artiste reste l'artiste. Henri Michaud, que vous avez adapté pour le théâtre, est-il l'auteur avec lequel vous sentez le plus d'affinité? Je me sens de grandes affinités avec Henri Michaud, il me parle dans ses textes. Il est absolument, pour moi, essentiel. Il y en a d'autres, bien entendu. Par exemple, je prends à l'envers d'Henri Michaud, Henri Lemaire, qui pour moi est exactement le contraire de ce que je fais, mais qui me parle aussi, il y a comme ça, et puis il y en a quelques-uns, n'est-ce pas, Dostoïevski aussi, voilà, bon, j'en cite 3, mais bon, c'est vrai que j'ai vraiment un plaisir à
à entrer dans leur univers et leur langage aussi. Leur langage. C'est vrai. Suivez-vous quelques rituels pour écrire? Par exemple, sur quel support vous retranscrivez vos pensées? Est-ce que vous avez un ordinateur? Non, je n'ai pas d'ordinateur, j'ai rien. Je n'ai que le silence. C'est dans le silence que... Ah, c'est très bien. Si demain vous rencontriez le Jean-Philippe que vous étiez en 1960, qu'auriez-vous envie de lui transmettre? Je ne sais pas, ça, question dépourvue. Non, je dirais, écoute, fais comme moi. Bonne réponse. Quel regard portez-vous sur votre parcours? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, des chances différentes. La première, ça a été d'être un peu célèbre. La seconde, c'était de rencontrer des gens extraordinaires. Voilà. Et puis la troisième, c'était que j'ai pu m'exprimer à travers l'écriture, et le théâtre, et la mise en scène. Oui, j'ai beaucoup de chance dans ce moment. Mais quand même, c'était très difficile. C'est toujours un combat. C'est pas facile. Et la création dont vous êtes le plus fier? Tout domaine confondu. Non, je pense que la création la plus personnelle, c'est l'écriture. L'ensemble. Après, c'est peut-être le comédien, mais le comédien ne crée pas tout. Il est simplement l'interprète. Et la mise en scène, c'est autre chose. C'est comme un chef d'orchestre. C'est un ajustement entre le texte, l'acteur et le public. Donc il faut relier ces trois choses pour arriver à un spectacle comptable qui a des corps. Voilà. C'est vraiment l'écriture. L'écriture, certainement, à mon avis, et plus j'avance, plus l'écriture me passionne, c'est vrai. Et puis bon, peut-être qu'on a un petit peu moins de force quand même. Et puis c'est une époque aussi où je pensais que justement on irait avec des auteurs comme Tardieu ou bien d'autres, Artaud, on irait rencontrer une explosion de ce genre de théâtre. J'avais des amis comme Roger Blin, tout ça. Eh bien non, c'est de plus en plus difficile. On rentre dans un ghetto, je veux dire, qui est, si on n'est pas politisé, je veux dire, de gauche, de droite, ou faisant partie d'une mafia franc-maçonnique, homosexuelle, n'importe quoi, c'est très difficile. Parce qu'on se heurte à des je ne sais pas, à des murs qui n'ont rien à voir avec le métier, rien à voir avec l'art, rien à voir avec rien, qui sont des mafias, on peut dire, des mafias fermées. Et ça, c'est très difficile. Jean-Philippe, quelle est votre actualité? Sachant que nous sommes le 19 mars 2014. L'actualité, c'est mes projets, mais mes projets, je ne vais pas trop en parler parce qu'on ne sait jamais si ça va se réaliser. Merci. Merci.